fait, assez rapidement après mon arrivée au Parlement et à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, on me propose de devenir rapporteur spécial au nom de la Commission des finances d'une mission budgétaire. Administration générale et territoriale de l'État. Alors ça a l'air un peu aride comme ça. En fait, ça comprend les crédits qui sont destinés au fonctionnement du corps préfectoral, qui est important puisque c'est la présence territoriale de l'État dans l'intégralité du territoire national. Il y a les crédits du permis de conduire avec des améliorations qui ont été apportées sur les délais de passage d'examen. Ça, j'y ai été attentif. Et puis, on a les crédits qui sont dédiés au financement de la vie politique. Il faut se rappeler qu'en 2014, on est au cœur de l'affaire dite Big Malion, qui veut que Nicolas Sarkozy ait totalement emplafonné, dépassé très largement les plafonds de dépenses autorisés pour une campagne présidentielle. Et puis on a une affaire qui émerge, qui défraie la chronique en ce moment, qui est l'affaire du micro-parti Jeanne, qui est en gros un système de financement qui est au moins contraire à l'esprit de la loi, si ce n'est totalement contraire à la lettre de la loi, mais ça, il appartiendra à la justice qui est saisie de le dire. Système de financement complexe mis en œuvre par Marine Le Pen et ses soutiens, avec vraisemblablement des marges indues faites sur le dos des contribuables dans le cadre du remboursement public des campagnes. Et donc pendant de longs mois, je crois que c'est un travail qui a duré 7 à 8 mois, j'ai conduit un certain nombre d'auditions, toutes celles et tous ceux qui étaient intéressés par les financements politiques. On m'a ensuite demandé de témoigner devant le Conseil de l'Europe, devant l'OCDE sur ces questions de transparence, de financement politique. Et tous ces travaux m'ont permis de déposer en juillet 2015, donc un an après mon arrivée à l'Assemblée nationale, un rapport d'information devant la Commission des finances, rapport qui comprenait un certain nombre de propositions pour rendre la vie politique plus transparente, responsabiliser les acteurs, qu'on puisse mieux tracer finalement les flux financiers dans la vie politique. Je vous demande au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain d'approuver ce texte et de marquer collectivement et unanimement notre volonté de conclure notre législature en réaffirmant, comme nous le faisons depuis 5 ans, notre exigence morale. C'est vrai que c'est un motif de fierté pour moi puisque l'Assemblée nationale a achevé les travaux de la législature le 22 février dernier et elle a achevé les travaux de la législature par l'adoption d'un texte dont je suis à l'origine qui vise à assurer une meilleure transparence sur les emprunts contractés par les partis politiques et les candidats. C'est une réponse directe à des interrogations légitimes qui ont pu se faire jour lorsque le Front National, qui n'est jamais très éloigné des affaires d'argent, a emprunté à une banque dont le siège est dans la Fédération de Russie, banque qui d'ailleurs, depuis, du fait de sa situation financière, a été placée sous tutelle de la Banque centrale russe. Et du coup, l'interlocuteur direct du Front National, au titre de ses créances, c'est maintenant une structure qui est liée à l'État russe. Tout ça nous interroge légitimement sur la façon dont un État, une puissance étrangère, voudrait influencer la vie politique française, ce qui est évidemment à l'antithèse de la souveraineté populaire. L'adoption prochaine du projet de loi dit Sapin 2 enrichira considérablement la palette des outils mis à disposition de l'administration et de la vigilance citoyenne en matière de lutte contre la délinquance fiscale et la finance dévoyée. Grâce au travail que j'avais réalisé sur les financements politiques, on m'avait identifié d'une certaine façon comme étant un des parlementaires qui avait travaillé sur les questions d'éthique et de morale. Et donc, les commissaires de la majorité en charge des finances, le ministre des Finances, Michel Sapin, m'ont proposé de m'investir sur un beau texte de loi qui sera là aussi, je pense, un des textes qui marquera cette législature, qui est le texte dit Sapin 2, qui est une loi pour la transparence de la vie économique, pour la modernisation de l'économie et surtout pour la lutte contre la corruption. Nous avons avancé, ça a été rappelé notamment par Sébastien Denaja et par Dominique Potier en matière
lutte contre l'évasion fiscale, moralisation du fonctionnement de notre économie en matière de transparence. Et donc j'ai eu la chance et l'honneur d'être désigné rapporteur de cette loi pour la commission des finances. Et je crois que par ce texte, on a fait énormément de progrès qui sont notamment salués par des ONG telles que Transparency International dans la lutte contre la corruption, dans la transparence des liens financiers qui peuvent exister entre la sphère publique et la sphère privée. On a rendu transparent la façon dont les groupes d'intérêt qui doivent dialoguer avec les parlementaires, c'est normal. Tous ceux qui sont intéressés par un texte de loi doivent pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs le sens des auditions que nous conduisons quand on est rapporteur d'un texte. Pour autant, il faut que ces rapports entre les groupes d'intérêt et les parlementaires, l'influence qu'ils ont finalement sur la décision liée à la fabrique de la loi, il faut que ces rapports soient transparents. Et donc la loi Sapin 2, là aussi, permet la transparence de l'action de ces groupes d'intérêt auprès du Parlement, auprès des membres du gouvernement. Et puis, on a doté la France, et c'est là aussi l'essentiel de ce texte, d'une législation à la hauteur des standards des grandes démocraties occidentales en matière de lutte contre la corruption. On avait du retard, franchement, en matière de lutte contre la corruption dans les grandes entreprises notamment et la corruption à l'international. Là, nous avons créé un certain nombre d'outils, l'Agence française de lutte contre la corruption, la Convention judiciaire d'intérêt public qui permet de sanctionner plus efficacement et plus rapidement les faits de corruption. Bref, une palette d'outils qui vraiment met la France à niveau en matière de lutte contre la corruption. Et je suis fier, et j'en terminerai par là, ne vous en déplaise, chers collègues de l'opposition, je suis fier de finir cette législature en adoptant ce texte. Chacun peut prendre ses responsabilités. C'est encore une fois la gauche qui aura permis d'avancer en matière de transparence, en matière de lutte contre la fraude et pour le progrès. Enfin, un autre fil rouge a guidé non seulement notre politique budgétaire et fiscale, mais aussi l'action internationale de la France. Et vous y avez joué, monsieur le ministre Sapin, un rôle majeur depuis le début de ce quinquennat, celui de la lutte contre la fraude et l'érosion des bases fiscales. Ce fléau qui s'est longtemps nourri de l'inaction politique est devenu au fil des ans aussi néfaste pour nos finances publiques que pour la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions et leur consentement à l'impôt. Un des combats qui m'a motivé, avec d'autres collègues, on était très actifs, notamment les jeunes députés de la majorité sur ces sujets-là, c'est la lutte contre l'érosion des bases fiscales. Alors techniquement c'est un peu compliqué, mais c'est la façon dont certains particuliers très riches ou dont certaines très grandes entreprises nationales mais surtout multinationales, par des mécanismes complexes, arrivent à échapper à l'impôt. Voilà, tout bêtement. Il faut que l'impôt soit payé là où la richesse est produite, là où la richesse est présente. Et donc il faut qu'on crée sans cesse, parce qu'on a en face de nous des gens organisés, intelligents et déterminés à échapper à l'impôt, il faut qu'on crée les outils qui donnent les moyens au pouvoir public, à l'échelle nationale et puis aussi à l'échelle européenne, et bien de lutter contre l'érosion des bases fiscales. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu, encouragé, porté le gouvernement lorsque, au sein de l'OCDE par exemple, il a poussé pour un programme qui s'appelle BEPS, qui permet que d'administration fiscale à administration fiscale, c'est technique mais c'est fondamental, on puisse avoir des échanges automatiques d'informations et bien pour qu'on puisse s'assurer qu'il n'y a pas de bénéfices qui sont délocalisés et qui échappent à l'impôt là où ils devraient être payés. J'ai fait récemment dans le budget 2017 avec la rapporteure générale du budget Valérie Rabault évoluer la fiscalité sur les distributions d'actions gratuites parce que je trouvais qu'il était totalement illogique qu'on ait refiscalisé les heures supplémentaires. Par exemple, de la femme de ménage d'une grande entreprise dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et que dans le même temps, on ait complètement supprimé l'impôt de directeur commercial de cette entreprise qui se paye en actions gratuites plutôt qu'en salaire parce que justement, il n'y a pas d'impôt à payer sur les actions gratuites. Voilà, donc c'est valable pour les particuliers, ce combat que j'ai mené, pour ceux qui ont les moyens de payer l'impôt et qui cherchent à le contourner. C'est valable aussi pour les grandes entreprises qui, encore une fois, arrivent à prospérer parce que, notamment dans ce pays, les gens sont formés, parce qu'on a des infrastructures et qui doivent financer le service public, qui doivent financer la santé, les routes, l'éducation. Voilà, personne ne doit échapper
à la juste contribution. C'est un signal fort que nous envoyons qui marque la volonté à la fois du gouvernement et de cette majorité d'avancer vers plus de transparence et exiger des grands groupes que ceux-ci payent des impôts là où ils réalisent des bénéfices, le tout en ayant le souci d'assurer la possibilité que la vigilance citoyenne puisse s'exercer. Le dispositif il devra être amélioré dans le temps, mais je veux encore une fois dire que nous sommes le premier État à se doter d'une législation innovante en la matière.